Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Jeu Blanc. Donc, Jeu Blanc, un média tennis, on fait des podcasts, on écrit des articles, on fait aussi des reviews de la semaine, des commentaires sur la saison tennis en direct sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas aussi. Donc dans ce nouvel épisode aujourd'hui, bah écoutez, je suis en compagnie donc moi c'est Thomas, je suis en compagnie de Fernando. Comment ça va Fernando? Ça va, ravi d'être là pour le 25e Ah, le épisode. 25e déjà, voyons, ça passe. Voilà, on espère que vous êtes aussi assidus que nous. Voilà. Et je suis aussi en compagnie d'Ali. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, super contente de vous rejoindre pour cet épisode un peu anniversaire, hein. Donc Oui, voilà, 25, j'allais dire 25 ans déjà, pas tout à fait, mais bon, 25e épisode, effectivement, ça se fait. ça se fête. Ouais, bah, et pour fêter ça, on est sur la fin de saison, donc il n'y a pas grand-chose à fêter malheureusement. Mais on va essayer quand même de faire le point sur tout ce qui s'est passé niveau tennis ces dernières semaines. Et notamment des petites news de la semaine passée, puisque on peut pas aussi parler uniquement de tennis, il faut aussi parler du tout ce qui entoure le tennis. Donc par exemple, la news de la semaine, Patrick Mouratoglou, donc célèbre entraîneur français, un peu star des réseaux sociaux en même temps, euh, vient d'annoncer qu'il allait coacher Naomi Osaka, donc ancienne numéro un mondiale, qui a quand même remporté 4 grands chelems, donc deux Open d'Australie, deux US Open, qui était un petit peu la reine du circuit avant donc une grosse dépression et donc qui revient petit à petit sur le circuit. Et donc, on va quand même analyser cette nouvelle. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fernando, par rapport à cette news? Bah, la trajectoire de Mouratoglou me laisse souvent un petit peu circonspect de l'avenir des gens qui l'entraînent. Euh, pour les rapidement, après, je ne veux pas non plus trop critiquer le coach et la personne. Je pense qu'il a vraiment de qualités qu'il a montré par le passé, mais il commence à développer un tel passif. Il y a évidemment l'histoire Alep qui devrait peut-être faire penser à certains joueurs et joueuses de réfléchir peut-être deux, trois fois avant de s'embarquer et s'aimer des doutes, mais bon, c'est leur responsabilité. Je me demande surtout combien de temps il va tarder Holger Rune à faire appel à lui pour, pour revenir C'est vrai. une C'est vrai que septième fois c'est un feuilleton, c'est vrai, c'est un feuilleton, avec les Holger gros Rune. feuilletons. Oui, Après, Osaka, je pense que il avait quand même besoin. Enfin, on a vu ce match à Roland-Garros qui était excellent contre Swiatek. Donc, on sent qu'il a quand même un tennis dans sa raquette qui est toujours là et qui peut-être a effectivement besoin d'un, d'un vent de fraîcheur, oui, si j'ose dire. une petite révolution quoi, qui permettrait de passer le cap et revenir au niveau ou s'approcher du niveau qu'elle avait avant. Serena Williams, c'était aussi une joueuse qui était revenue à un moment donné grâce à lui. Donc, je comprends. Après, bon, je laisse peut-être Ali donner son avis, mais je voudrais peut-être rebondir sur une autre joueuse pour parler de ce sujet des coaching. Vas-y, vas-y. Non, c'est que je trouve que ça coïncide drôlement avec ce qui se passe avec Rybakina. C'est quand même assez mystérieux parce que bon, depuis qu'elle a eu ce long Covid, ou peut-être qu'elle a des séquelles qui fait qu'elle est souvent malade ou elle a souvent des blessures autres, Mm. mais sa carrière nous commence à nous poser des questions, à nous inquiéter, moi personnellement au moins pas mal. Et là, elle a annoncé qu'elle va plus jouer, je sais pas combien de tournois elle a annoncé son abandon. Ça a l'air peut-être d'être fini pour la saison, pour elle même. Je crois bien, mais Bon, j'ai l'impression qu'elle est tout le temps blessée, cette joueuse, de toute façon. Depuis un an ou deux, j'ai l'impression que chaque fois que je parle d'elle ou qu'on parle d'elle, c'est qu'elle oui. est blessée. Mais le Voilà. fait qu'elle a cette annonce d'une longue absence coïncide avec sa rupture avec son coach Stefano Bukov, je dis pas de bêtises, Je Bukov. crois que c'est ça. Mais enfin, il y a des gens qui ont des façons un petit peu pas très rigoureuses sur Twitter à annoncer des choses autour de lui et son avenir à lui comme coach. Euh, Ça, je ne veux pas rentrer dedans, mais ça me fait comprendre qu'il y avait aussi un problème non seulement
de coaching, mais, enfin de physique, mais aussi de rapport avec le coaching. Et, euh, et voilà, je pense que, enfin, moi, je suis pas du tout joueur professionnel. Je serais incapable de donner un conseil à des joueurs et des joueuses professionnelles. Mais j'ai une intuition, c'est que dans les circuits WTA, les joueuses devraient faire plus souvent appel à des coachs femmes. Je pense que c'est beaucoup Hmm. trop rare. Et en revanche, très souvent, quand ça arrive, quand elles décident d'essayer avec une coach femme, on voit tout de suite, j'ignore les raisons, mais une évolution assez sensible. C'est le cas de, je sais pas, de Marta Kostyuk ou d'Andreeva. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas Osaka, je l'aurais bien vu. Surtout elle qui a une certaine fragilité psychologique, comme l'a prouvé par le passé. Je me suis dit, enfin, je me demande si c'est de Mouratoglou qu'elle avait vraiment besoin, quoi, et pas d'un cadre un peu plus différent. Ouais, d'accord, oui, c'est vrai que ça se comprend. C'est vrai que Mouratoglou, bon, il est très connu pour voilà, ses vidéos où il donne des conseils sur le coup droit sur Instagram. Mais bon, à part ça, en tant que coach, bon, ça reste, à part Serena Williams, Holger Rune, ça reste quand même voilà, un running gag maintenant dans le monde du tennis. Donc bon, après, c'est comme ça. Mais bon, pour revenir là-dessus, sur Patrick Mouratoglou, Ali, qu'est-ce que tu penses justement de cette news? Et à ton avis, qu'est-ce que peut apporter Patrick Mouratoglou dans le jeu, dans tous les aspects du tennis de Naomi Osaka en fait? C'est une question qui n'est pas simple. Bon, bah, moi, je me suis toujours demandé si à quel point enfin, Patrick Mouratoglou pouvait apporter à ses joueuses et si c'était pas plus les joueuses qui faisaient Mouratoglou plutôt que les Mouratoglou qui faisaient les joueuses. Voilà, comme tu dis, bon, effectivement, il y a un palmarès, il y a une expérience dans le coaching, dans l'analyse du tennis qui est, euh, qui est validée hein, par les résultats, mais les résultats de, notamment, comme tu l'as dit, hein, Serena Williams. Après, voilà, depuis, c'est pas forcément une garantie de succès, bien au contraire. Donc, je me demande si ce qui a peut-être pu attirer l'attention de Naomi Osaka, c'est peut-être, oui, cette expérience qu'a eu Mouratoglou de travailler avec des joueuses qui avaient déjà gagné des grands chelems et qui avaient besoin d'un second souffle. Il a aussi travaillé avec Serena Williams alors qu'elle était devenue maman, mais bon, c'est ça s'est pas forcément bien passé de ce côté-là, donc j'ai du mal à comprendre ce choix, non pas que j'ai à le comprendre, c'est le choix qu'elle a fait. Je- J'ai du j'ai du mal à voir ce qui va pouvoir lui apporter, honnêtement. Voilà, c'est un choix qui m'intrigue. Il y a plusieurs choix qui m'intriguent chez Naomi Osaka maintenant depuis quelques temps. Euh, Ça rajoute finalement à cette énigme. Je me souviens quand on a commencé ce podcast, j'avais dit, on avait cette fameuse question, quel joueur ou quelle joueuse seriez-vous? Et je crois que j'avais répondu Naomi Osaka à la régulière. C'est fort probable, ouais. Oui, oui. Et du coup, là, je m'interroge sur ce choix maintenant, avec cette association avec Kyrgios, Ce avec serait plus le cas Muratoglu. aujourd'hui, hein. Ce Non, serait non, plus le cas. là, c'est terminé. Mais pour revenir à ce que disait Fernando sur le coaching en WTA, effectivement, je crois que moi, je m'interrogeais plus sur les fins de saison de certaines joueuses en WTA. Comment est-ce qu'on arrive à, à garder comme objectif le WTA Finals et comment on l'approche parce que dans cette fin de saison, parce que vraiment, on sent que, bon, à part Sabalenka, tout le monde a besoin d'un second souffle et d'une nouvelle énergie. Quels aspects du coaching peuvent venir jouer pour essayer de voilà, bien terminer la saison. Euh, et c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas forcément une grande constance là récemment dans le choix de certaines joueuses par rapport à leur coach. Et c'est vrai que ça pose question pour les fins de saison, comment bien terminer sa saison quand on change de coach pas, pas longtemps avant la fin. Ouais, c'est compliqué. Parce que Ouais, bah. Vas-y, vas-y. non, pardon, mais on peut aussi, ça me fait penser à Coco Gauff, qui a arrêté avec Brad Gilbert aussi très récemment. C'était un peu plus attendu, mais.
C'est vrai, Coco Gauff qui bon, on va pas partir sur Coco Gauff, mais c'est vrai que personnellement, j'ai trouvé décevant son US Open et j'ai pas trouvé sa saison très enfin pas au-delà c'était pas j'avais plus d'attentes par rapport à sa fin de saison de l'année dernière où elle remporte le US Open où elle se parce que ça fait des années qu'on l'attend en tant qu'espoir absolu, un petit peu la Serena Williams Junior à beaucoup d'égards. Depuis 15 ans, ça fait des années que je la connais, enfin, pas personnellement, mais juste quand elle avait 15 ans et on était en 2017 et que bah, elle était déjà sur le circuit et qu'elle était déjà dans le top 100, top 50, on se disait qu'elle allait exploser peut-être à 17, 18 ans. Au final, elle a 20 ans aujourd'hui. Elle a gagné son premier grand chelem, donc on va pas être trop critique, clairement. C'est très grande joueuse en devenir. Mais il reste quand même que, je sais pas, par rapport à d'autres joueuses comme les Swiatek qui la pulvérisent littéralement en termes de head-to-head, hein. Je crois que c'est 12-1 ou 12-0, je sais plus, un truc du genre, sur toutes leurs dernières rencontres. Je passe à d'autres joueuses qui sont en train d'émerger, là, qu'on a vu. Le retour, par exemple, de. Ah merde, j'ai plus son nom en tête. Euh, j'ai plus son nom en tête, c'est pas grave, mais beaucoup d'autres joueuses comme ça qui viennent d'arriver, je me dis que bon, Goff, ce changement d'entraîneur, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que finalement, bon, elle était sur de bonnes bases avec lui, donc je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, on passera quand même sur les suites des actualités. Qu'est-ce que vous en pensez par Après, rapport à ça? c'est son bon début. Après avoir médit sur Patrick Mouratoglou, on peut peut-être créditer le bon début de Coco Gauff sur le circuit grâce à la Mouratoglou Academy. Mais bon, Ah, c'est vrai, voilà, ouais, quand même, hein. c'est voilà, c'est comme on C'est peut parce qu'elle a retourner un quitté tout petit peu sur. Mouratoglou finalement elle ne Voilà, progresse plus. Hein, qu'elle est ouais, sortie du top voilà. 5, hein. Oui, je suis très critique quand même, elle est quand même top 5 mondial. Mais, Ouais, euh, ouais. mais bon, voilà, on verra bien dans les années à venir. On verra si elle atteint 20 grands chelems comme Serena Williams, hein. Voilà, Pfff, on verra. faut commencer à carburer rapidement là. Je Bah crois oui, qu'il y parce a que là, d'autres clientes. Il y a il y a d'autres d'autres clients, clientes. quoi. Entre Sabalenka, Swiatek, etc., ouais, ça va être compliqué. Enfin bon, pour continuer, la Laver Cup, puisque bon, le petit week-end est enfin passé, donc attendez, depuis 2017, c'était donc la septième édition de la Laver Cup, sans Roger Federer. En plus, maintenant, la deuxième fois que c'est sans Federer. L'édition précédente avait été très décevante. Il y avait l'année dernière, c'était très passable, voire oubliable, hein, à côté de toutes les émotions qu'on avait dû ressentir. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais en 2022, avec la retraite de Federer. Donc les quatre mousquetaires, on ne les appelle pas comme ça, ou plutôt le Big Four, mais qui étaient Mhm. présents. Et là, cette année, l'édition 2024, je vais parler très brièvement à titre personnel, j'ai trouvé qu'elle était quand même très encourageante par rapport à la notoriété de l'événement, hein, par rapport au divertissement, au pur divertissement de l'événement, et par rapport aux têtes d'affiche qui finalement, même sans Federer, même sans Nadal, même sans Djokovic, bah, nous régalent tout autant que s'il y a eu les trois monstres. Donc, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ali, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce Alors, que tu j'irai pas jusqu'à dire qu'elle nous a régalé autant que quand il y avait les trois monstres, on se rappelle de, ou pas, mais parce c'était il y a quand même un petit bout de temps, mais c'est vrai qu'il y avait des duos et des doubles C'est vrai. incroyables, voilà. Bon, c'est vrai qu'elle nous régale peut-être pas autant que 2022 ou il me semble 2018 ou 2017 quand il y a la 2017 première et association, 2019. ouais, les associations pédales. Mais bon, hein, on va pas éternellement regretter le Big Three ou le Big Four. C'est une époque qui est révolue maintenant. Et mine de rien, moi aussi, j'ai été emballée. Alors, Dieu sait que j'ai pu être critique du format exhibition. Vous m'entendrez encore aller là-dessus. Mais bon, toujours est-il que je vais pas non plus cracher dans la soupe. Là, je me suis un petit peu prise au jeu. Peut-être parce que la Coupe Davis, feu la Coupe Davis n'est plus là non plus. Il y a un moment où ce côté, là, effectivement, des deux côtés, je trouvais que les équipes étaient équilibrées. Je ne sais pas si je peux dire équilibrées, mais enfin, il y avait vraiment des joueurs que je voulais voir, alors qu'ils payaient peut-être aussi la fatigue de l'US Open. Mais bon, ça sera toujours comme ça parce que c'est placé comme ça dans le calendrier. Là, vraiment, la montée en puissance, plus ou moins bien scriptée par les organisateurs de la Laver Cup, fait que bah, on se retrouve quand même après avec ce match décisif avec le finaliste de l'US Open contre Alcaraz, enfin donc pour Taylor Fritz pour le nommer quand même, rendons à César ce qui est à César. Donc Fritz Alcaraz, moi je me suis bon pas régalée forcément sur ce match-là, mais avant le CRF Tiafo, C'est plutôt vrai. pas mal aussi.
voilà, il y avait quand même de belles affiches. Et puis comme, je dirais que c'est pas comme une exhibition classique où il y a quand même un enjeu qui monte en puissance. Là, ça donnait envie de suivre cette édition-là et ça m'a donné envie de suivre la suivante. Je me suis dit, oh bah ouais, il me tarde l'année prochaine de voir qui sera dans l'équipe Europe, qui sera dans l'équipe monde. Voilà, bon, ça donne envie de la suivre. Ouais, c'est vrai, ça se comprend. Mais pour revenir là-dessus, justement, on parle de la Lever Cup comme une exhibition, mais si on regarde vraiment ce qui se passe du point de vue des joueurs, ça se rapproche plus d'une compétition que d'une exhibition. Nous, de point de vue spectateur, on reste là-dessus parce que ça n'apporte pas de points ATP et que bah, dans le calendrier, ça a une place toute relative. Encore, elle n'a que 7 ans, elle est encore très jeune. Mais surtout, bon, c'est surtout pour, on peut se dire que c'est pour l'argent que les joueurs viennent, que ça a quand même pris la place de d'autres tournois, hein. Metz s'est fait dégager au Mhm, même endroit parce que la Lever Cup a eu le privilège, parce que c'est Federer qui l'a créé, que du coup on vire le reste. Mais mis à part ça, moi j'avais une petite question pour Fernando. Est-ce que tu penses que, à l'instar, par exemple, d'une Ryder Cup en golf, dans les années à venir, est-ce que la Lever Cup ne pourrait pas, par exemple, changer de statut pour devenir se rapprocher finalement d'une compétition, mais pas tant du point de vue des joueurs que tout simplement bah, du point de vue global. Voilà, je sais pas. Ça me semble compliqué d'arriver à Ouais. ce stade-là. Bah, je suis pas un grand connaisseur du monde du golf, mais j'ai l'impression que les statuts de la Lever Cup est historiquement presque capital. L'enjeu pour les joueurs, il est immense. Et ici, c'est autre chose. C'est comme disait bien Ali, c'est de l'exhibition entre guillemets. Et en même temps, quand on voit les matchs, de plus en plus, on sent que ça joue vraiment, enfin qu'ils prennent ça très au sérieux. Euh, pour moi, s'il y avait un ingrédient qui pourrait donner une entité, de rendre ça vraiment singulier, vraiment à part, une importance montante, et que je trouverais vraiment chouette, c'est que, alors, si là l'intérêt, c'est de voir quand les joueurs sont tous ensemble, c'est donner des consignes. Là, quand on a vu Dimitrov pratiquement coacher les gens, ses camarades, euh, alors, je trouve que ce serait énorme s'il y avait un mélange aussi ATP-WTA et que tout d'un coup, tu avais aussi des joueuses qui venaient supporter, et pourquoi pas même un double mixte. Je trouve que là, il y aurait ça serait une telle fête du tennis que ça ferait du bien. Moi, je sais pas Hmm. si je le comparais à l'aller hiver. Pour moi, là où il y aurait quelque chose à avoir comme modèle, c'est les gens d'événements qui font dans les baskets américains, où ils sont très forts pour construire une histoire à base de All-Star Game, à base de Hall of Fame, des choses comme ça. C'est à ça que me fait penser la Lever Cup, une sorte d'événement qui fête le tennis d'une façon différente, euh, avec une proximité différente aux joueurs. Et je pense que là, effectivement, ça pourrait devenir, je sais pas, je sais même pas si ça pourrait devenir l'équivalent ce qu'était la Davis Cup à une époque. Mais je suis d'accord, je pense que ça va grandir. Et puis quand là, par exemple, effectivement, j'entends que l'année prochaine, euh, il y aura un changement de capitaine. Ce sera plus Björk et McEnroe, mais Yannick Noah et André Agassi. Bah, ça m'a fait drôlement envie de voir ça. mhm. Ça, C'est ça vrai, va être assez énorme. c'est vrai. Franchement, alors c'est vrai qu'il y avait ce côté avec Borg et McEnroe. Bon, Borg avec le côté peut-être un peu plus classe, mesuré. McEnroe, bon, la légende un peu plus impulsive, ça avait quand même bien. Je trouve que pour lancer la Hmm. Laver Cup et son cachet qui est un petit peu prestige comparé à d'autres exhibitions où il y a parfois, alors j'oublie le nom de l'exhibition qui a à Dubaï parfois, où effectivement il y a un mélange homme-femme et des doubles mixtes. J'oublie le C'est nom. la Coupe du Roi, la King, c'est ça? Non, c'était une autre où il y avait une édition avec. Il y avait plusieurs équipes, il y avait plusieurs poules. J'oublie le nom. Mais bon, ça va me revenir. Mais pour revenir à ce que tu disais, voilà, sur ce mélange avec WTA, ATP, je crois que la question a été posée notamment à l'issue de cette Laver Cup. Et je pense que c'est Federer, même si je suis pas sûre, qui a répondu, ah, peut-être qu'on serait un petit peu trop proche du format
Hopman Cup, ce que je veux bien entendre. Mais je pense qu'il y aurait quand même un intérêt alors, à faire ça aussi, avec un côté WTA, pas forcément sur la même compétition, parce que peut-être que, oui, là, je suis peut-être un petit peu d'accord, effectivement, ça se rapprocherait peut-être trop de la Open Cup, même si c'est par pays. Mais je pense quand même qu'avec le format monde et Europe, si je pense aux joueurs et aux joueuses, enfin aux joueuses qu'il y a maintenant en WTA, ça pourrait quand même aussi avoir une sacrée tronche. Donc bon, à voir aussi. Ouais. Même si ça n'a pas l'air d'être au goût du jour, mais bon, ça peut te faire quelque chose d'intéressant. Oui, ça pourrait être une bonne idée aussi. Après, à voir ce que feront les. Parce que l'ATP et la WTA, c'est des organisations qui sont absolument pas reliées, qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Donc, il faudrait coordonner ces intérêts-là. Il faudrait aussi peut-être bouger des tournois WTA du calendrier. Il faudrait déjà que les joueurs se plaignent assez des saisons Tout à interminables fait. au possible. Mais bon, n'enlevons pas une part d'hypocrisie chez certains. Moi, je pense à Alcaraz et Zverev qui n'arrêtent pas de se plaindre, alors que Zverev va finir sa saison avec 90 matchs à peu près dans les pattes, en jouant des tournois qui n'ont aucun sens par rapport à son pic de Mhm. forme. Et Alcaraz qui se plaint tout le temps que le calendrier est trop chargé, alors il a fait cette année au moins 4 exhibitions. Il Mm. va en faire en tout 4, je crois. J'ai compté, je me suis pas trompé, 4 ou 5. Donc, à un moment, Alcaraz, tu tends le bâton pour te faire battre. Voilà, c'est tout. Donc voilà, nous verrons. Mais dans les années à venir, en tout cas, c'est sûr que la Lever Cup, comme vous l'avez bien rappelé, elle a de bons jours devant elle et que on a hâte de voir l'année prochaine, donc en 2025. Pour continuer, on a parlé un petit peu des news de la saison, pardon, de la semaine passée. Maintenant, on va peut-être s'attarder un petit peu sur la suite des événements. Les 4 grands chelems sont passés, donc on pourrait croire qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, c'est un peu le cas aussi. Mais on a quand même des petits tournois qui arrivent, notamment 2 ATP 500 chez les hommes, à Pékin et Tokyo, et un WTA 1000, justement aussi, chez les femmes. Et au-delà de ça, il y a la fin de saison qui arrive à grands pas, le Masters de fin de saison. Donc je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que vous attendez le plus sur cette fin de saison? Est-ce qu'il y a un joueur, une joueuse, les deux, qui vraiment, vous vous dites c'est là qu'il a un coup à jouer, ou alors c'est l'inverse? Est-ce que vous êtes plus ou moins pessimiste vis-à-vis de sa situation? Et on pourra aussi, pourquoi pas, traiter les tableaux, mais c'est ça la question là, c'est votre pronostic sur ce qui va se passer en fin de saison. Voilà, Fernando, si tu veux bien commencer. Alors, d'ici la fin de saison, ce que j'attends voir, parce qu'autrement, ça serait vraiment une grosse nouvelle, c'est une victoire de Djokovic. Euh, Ah, ok. Ok, ok. En dehors des JO, si je ne me trompe pas, il a pas gagné de tournoi. Non, non, non. Il n'a pas gagné. Donc bon, reste Paris, qui est devenu un petit peu un de ses lieux de prédilection. Pour moi, c'est ça les vrais enjeux. Et beaucoup de questions sur aussi Alcaraz. J'aimerais bien voir une fin de saison où le Alcaraz Sinner redevient un duel qui nous fait très envie. C'est vrai. Euh, Ça pourrait arriver de la finale de Pékin, par ailleurs. Parce que je crois qu'ils sont bien Oui, 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 ils sont tête de seed numéro 1 et 2, c'est ça. qui sait, peut-être à la Davis Cup ou à la Masters. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est voir comment oui, les trois plus grands quand même actuellement, Djokovic, Sinner, Alcaraz, finissent la saison. Et puis voir, c'est vrai que la fin de saison permet toujours, par des dérèglements d'état, de forme, de favoris, voir monter des joueurs qui ont eu des trajectoires un peu plus irrégulières dans la saison. Donc ça aussi, c'est ça que j'attends, que ce soit de la l'ATP, la WTA. Je sais pas, même là, par exemple, on voit qu'Haddad Maia est en train de finir la saison très bien. Il y a les retours de Mukova. Je sais pas, ça me ferait plaisir que, hum, que Casper Ruud puisse gagner enfin un Master 1000. Alors sur ces fins de saison, je suis pas sûr, mais voilà, il faut mieux rêver. C'est vrai. Voilà, donc il reste pas mal de questions. Enfin, c'est sûr qu'une fois qu'il n'y a plus de Grand Chelem, il y a un peu moins Ah, bah, de, de grande excitation, mais à mon avis, il reste pas mal de questions à avoir dans cette fin de saison.
Évidemment, du côté féminin aussi, il y a la question, le mystère, enfin le mystère. Euh, est-ce que Swiatek va finir l'année en numéro un? C'est vrai. Déjà là, elle va perdre 1000 points parce qu'elle n'ira pas à Pékin. Et donc elle joue gros quand même. Bah oui. Et Sabalenka a faim. Donc, Sabalenka, la bosse sur dur hein, aussi. ouais. Donc, cette année, on peut pas dire que Swiatek a brillé. On peut pas dire que Swiatek a brillé dans les tournois sur dur au contraire de Mhm. Sabalenka. Et voilà. Bah, et toi, Ali, du coup, qu'est-ce que t'as? Donc, Fernando a déjà dit beaucoup d'éléments. Est-ce que tu as encore peut-être quelques éléments où tu te dis, ah, il y a ça qui me fera envie. Ouais. Alors, je vais aussi donner le bâton pour me faire battre, mais je sais pas ce qui me prend, mais il me tarde la Coupe Davis. Je sais pas d'où ça m'est venu. Oui, c'est surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais jamais dire cette phrase après tout ce qui s'est passé, mais de voir l'Italie et l'Espagne dans le Final Eight, ça me donne effectivement, ça me donne envie de voir que le duel d'équipe entre Alcaraz et Sinner pourrait donner sur la fin de saison. On sait que c'est des joueurs qui aiment bien jouer pour leur pays quand même, même si Sinner a essuyé quelques controverses à ce sujet quand il a voulu prioriser voilà, sa trajectoire en simple et grand bien lui en a fait. Mais bon, ça reste quand même deux gros compétiteurs qui ont déjà remporté la Coupe Davis et enfin, dont les pays en tout cas ont déjà remporté la Coupe Davis et qui placent quand même cette compétition plutôt haut dans leurs objectifs. Donc j'ai envie de voir ce que ça peut donner sur cette fin de saison, au-delà du, du Masters à Turin. Ça c'est côté homme, donc voilà, c'est ma petite surprise. Il me tarde la Coupe Davis, je le répète. Et après, c'est vrai que côté femme, j'aimerais beaucoup, malgré toute l'admiration que je peux avoir pour Chiantec et son parcours à un si jeune âge. Je trouve que la saison de Sabalenka est assez incroyable et j'aimerais bien la voir terminer en boulet de canon, remporter le WTA Finals. J'aimerais bien voir ce que ça va donner parce qu'il y a quand même beaucoup de forfaits sur la tournée, enfin beaucoup. Il y a quand même pas mal de forfaits sur la tournée asiatique, soit dans son ensemble, soit à Pékin. Donc ça rebat les cartes pour la fin de saison. C'est oui, les deux petites choses que j'aimerais bien, enfin petites, deux grandes choses qui restent sur le calendrier que j'aimerais bien, qui me tarde de voir comment ça va se terminer cette histoire, comment la fin du jeu va se terminer, quoi. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Comme vous avez choisi des belles choses, des choses plutôt optimistes d'ailleurs, de chaque côté comme l'un ou comme l'autre. Bah Et si je écoutez, peux me permettre, vas-y. euh, avec la Davis, Ali, il y a aussi un petit ingrédient qui s'ajoute, c'est que j'ai vu passer la nouvelle que Rafael Nadal a confirmé qu'il Oui. fera partie de l'équipe espagnole. C'est Ça vrai. C'est la un, cerise. ça ressemble à un possible scénario de dernier Ouais. match, enfin Adios, enfin, quoi. ouais. Mais c'est ce qu'on lui souhaite, Non, de moi, finir chez vous lui. mentez. Il va jouer à Roland-Garros en 2025. Moi, je vous le dis. Voilà. Vous verrez. Écoutez-moi, il Ouais, jouera à alors, Roland-Garros en 2025. Vous ouais, verrez. on va le prendre dans les dans les petits shorts, je pense. Voilà. Là, vous verrez. Mais moi, je le Effectivement. dis haut et fort, je le clame haut et fort. Rafael Nadal jouera Roland-Garros 2025 et remportera son 15e. Non, c'est faux. Je ne pense pas. Je ne pense Je- pas. Mais je- Mais voilà. Mais je pense qu'il jouera. Vous verrez, vous verrez. On en reparlera. Voilà. Mais voilà, moi, je voulais vous parler de quelque chose. Vous avez été très optimistes tous les deux, donc c'est parfait pour l'émission. Moi, je vais être un peu plus pessimiste, parce qu'il y a quelque chose que j'attends en fin de saison, là. C'est la réaction de Daniil Medvedev. Parce que on passe un petit peu au travers des mailles du filet, surtout lui, hein, depuis pas mal de temps. Mais moi, je vais vous dire quelques stats avant que le podcast ne se clôture. Daniil Medvedev n'a plus remporté un seul titre depuis Rome 2023. Ça fait donc presque un an et 4 mois à peu près, même plus. Ça fait bien presque un an et demi que Medvedev n'a plus remporté de titre. Donc j'ai pas mal de stats. Et même récemment, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche.
Medvedev, c'est quand même un joueur qui est tout le temps bien classé, surtout en Grand Chelem. Maintenant, il arrive à être très régulier. À Wimbledon, il a fait une demi-finale, il a fait un quart de finale à l'US Open, il a fait une finale en début d'année à l'Open d'Australie, mais il est toujours bien positionné, mais jamais gagnant. Donc, il est toujours top 4, top 5, mais ça semble compliqué maintenant la situation pour lui pour remporter un Grand Chelem. Sinner le bloque, Sinner, à chaque fois qu'il le croise, il l'éclate, sauf exception l'année dernière, mais bon, sinon c'est quand même peu probable. Alcaraz, c'est complètement l'anti. Medvedev ne peut pas jouer contre Alcaraz quand il procure du bon tennis, quand il est dans un bon jour. Contre Djokovic, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que Djokovic a bien compris comment faire dégoupiller Medvedev. Et donc, à part si c'était en Grand Chelem, déjà, c'est de très bons résultats, hein. Je n'enlève pas ces résultats. C'est normal de ne pas gagner beaucoup de Grands Chelems. Voilà, quand on voit que voilà, il n'y a que 3 joueurs qui ont monopolisé tous les Grands Chelems, c'est pas étonnant. Mais même sur le format en Masters 1000, donc en BO3, moi, je trouve qu'il a beaucoup perdu. Si on regarde les stats qu'il avait avant, en 2021, 2022, etc., il gagnait toujours au moins un Masters 1000 par saison. Sauf en 2022 où il a vu un peu sa dépression, son trauma à cause de la finale en 2022 contre Nadal. Et il avait toujours essayé, toujours été bien placé dans les Masters 1000. Alors que cette saison, franchement, bah, c'est vraiment pas terrible, hein. Il fait pas de très bons résultats. Si je regarde à Miami, il va en demi-finale, il se prend 6-1, 6-2 contre Sinner. Alors pourtant, c'est quand même un tournoi qui affectionne. À Indian Wells, il se fait défoncer par Alcaraz. Donc, ses 2 meilleures chances de début d'année, il se fait sortir. Après, il fait des petits quarts de finale par-ci par-là, mais c'est pas très convaincant. Et surtout, là, la saison qu'on a eue, la saison américaine, c'était censé être vraiment. À l'époque, c'était le royaume de Medvedev. Il était très très bon, on l'attendait. Là, si on regarde les stats, il s'est fait sortir tour 1 à l'Open du Canada par Fokina, 6-4, 1-6, 6-2. À Cincinnati, il se fait sortir par les HK, 7-6, 6-4. Et à l'US Open, bon, bah, il arrive parce qu'il a plus de marche, c'est un BO5. Il arrive et il se fait retirer par Sinner en quart. Il n'y a pas de match. Et même plus récemment, à la Lever Cup, on a vu c'était quand même, on a appuyé l'aspect compétitif de la Lever Cup. Il se fait battre par Tiafoe au super tie-break. Il se fait battre par Shelton, enfin, voilà, au super tie-break. Donc, moi, quelque chose me dit, et surtout, je vais abréger là-dessus, mais on a vu qu'il a eu une régression au service. J'ai une stat entre 2021 et 2024 cette année. Avant, il servait en moyenne à 196 km/h, ses premières. C'est passé à 192. Donc, les 4 km de différence, bah, ça fait complètement la diff. Et les pourcentages de retour de service, c'est pareil, ça diminue de 4%. Donc, on renvoie plus souvent ses services. Donc, on sait qu'il a eu un problème à l'épaule, mais moi, j'ai l'impression que tous ces éléments cumulés, peut-être que ça nous mène au déclin dès cette fin d'année de Daniil Medvedev. Voilà. Même si ses performances en Grand Chelem, pour le moment, nous disent le contraire, il n'a plus de service. Son arme majeure est complètement aux fraises et il commence à vieillir. Il a bientôt 29 ans, il a 28 ans bien tassé. Il a un jeu de marathonien, il court dans tous les sens. Est-ce qu'il va tenir cette cadence longtemps? Bah, il s'approche des 30 ans. Pour moi, peut-être que ses chances sont en train de partir. Vous pouvez réagir rapidement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça problématique. Voilà. Et j'aime beaucoup ce joueur. Donc, voilà. On parlait en début d'émission de changement de coaching un petit peu trop régulier ou changement peut-être un petit peu douteux. C'est vrai faut peut-être repenser le logiciel stratégique chez Daniil Medvedev, compte tenu des difficultés physiques qu'il a pu démontrer, comme tu l'as très bien expliqué, sur j'allais dire 6 derniers mois, mais tu as bien prouvé que c'était un petit Là, peu plus long que ça. c'est depuis Donc voilà, 2022-2023, sa voilà, régression. effectivement, faut repenser le logiciel. Et je Est-ce voulais qu'il en est terminer sur une capable? note optimiste. Est-ce qu'il en est capable? Mais pas tout seul, à mon sens, pas tout seul. Je suis pas Donc, sûr, hein. Vas-y, tu ce voulais finir sur. serait... Oui, oui, bah, je voulais finir sur une note positive, mais je pense que effectivement, il n'arrivera pas à changer le mécanisme tout seul. Et donc, pour moi, la seule lueur d'espoir qu'il a, c'est effectivement de changer ou d'ajouter peut-être quelqu'un dans son équipe qui va... j'ai envie de prendre l'exemple de Sabalenka à cause du service, mais mais qui va peut-être donner une petite touche un peu différente à son jeu. Ok. Voilà. Bon. Fernando, si tu as un petit dernier mot de la fin par rapport à Medvedev. Si tu devais dire la situation de Medvedev en un mot, est-ce que tu es aussi critique que moi? Est-ce que tu es plus optimiste? Non, je pense que le mot qui résume Medvedev, c'est mûr. Enfin, le sens, l'impression que son jeu est arrivé à la limite de tout ce qu'il peut donner. Je C'est vois vrai. pas comment techniquement ce qu'il fait pour évoluer C'est vrai. Je suis d'accord. quelque chose. On verra. Et donc ça m'interroge, on verra. Au On moins, il a verra. gagné la Lever Cup.
Voilà, en perdant ses matchs. Tant mieux. Tant mieux pour Mais lui. là, et là, sur un malentendu, il remporte Turin. Voilà, on Sur un verra. malentendu. On verra là-dessus. Le On verra. suspense est à son Le comble. Parce qu'il suspense est est à son qualifié, hein. comble. Non, C'est il est vrai. qualifié et c'est C'est un vrai, c'est format vrai. dans lequel il a déjà performé. Donc, On verra. on ne sait jamais. Voilà. À surveiller. Sur ce, on vous laisse là-dessus. Dites-nous ce que vous en pensez. Enfin, vous pouvez on a hâte de savoir ce que vous en pensez. Et on espère que ce podcast vous a plu. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Ouais. Salut tout le monde.